j'ai écrit des choses. Alors, j'ai pas attendu 10 ans, je viens de sortir un bouquin qui s'appelle La grande entreprise comme acteur politique aux éditions Presse universitaire de Laval, Laval au Canada. Hein. Donc, tout à fait, j'essaie de faire le lien avec ce que tu dis et faire le lien avec, puisque j'étais un peu le témoin historique, j'ai eu la chance de participer à ces deux grandes recherches, celle avec Renaud. Et Renaud m'avait invité en fait parce que j'étais prof dans une école de commerce. Et donc je découvrais des collègues sociologues qui avaient une vision d'entreprise tout à fait étonnante pour quelqu'un qui... C'était une évidence dans l'école de commerce que l'entreprise existe. Donc il fallait intervenir et j'avais fait un texte qui s'appelait La grande entreprise comme forme organisée. Et c'était ça, la question que je pointais, c'était, bien sûr, il faut une analyse psychosociale de l'entreprise, et ce que disait Michel est tout à fait juste dans le traité de sociologie du travail, mais quand on lit le traité de sociologie du travail, j'étais complètement surpris, il n'y a pratiquement rien sur l'entreprise comme forme, comme totalité organisée. Quand on voit les références, les grands textes, tu citais le rapport entre le droit et l'économie, un texte immense de Burlemans, c'est cité par... C'était Touraine qui était en charge du texte, c'était 2 lignes. Il n'avait pas aperçu l'incroyable débat qui, après, s'est concrétisé par la rentrée de la finance dans les entreprises, mais entre la césure entre le monde des actionnaires, qui étaient des actionnaires à l'époque, ce que j'appelle en anglais nice club, nice chat, c'est-à-dire un capitalisme gentil. On avait des actions de pères de famille, vous aviez Air Liquide pendant 30 à 40 ans dans les familles. En ce moment, c'est des millisecondes. Donc on n'est plus du tout, tu as raison de dire, on a changé, on n'est plus du tout dans le même monde. Mais il fallait pointer à l'époque la césure extrêmement forte entre le monde des actionnaires et puis le monde des dirigeants. Et dans Burlemans, il disait, attention, les dirigeants ont le pouvoir, ça ne va pas du tout. Ils sont dans une logique, il a pensé un mot qui est tout à fait important, d'autonomie, l'autonomie stratégique. Moi j'ai enseigné pendant 20 ans un cours de stratégie, et une grande entreprise, qu'est-ce que c'est? C'est la capacité d'avoir l'autonomie stratégique, c'est-à-dire de définir ses propres intentions et de modeler l'environnement. C'est ça la grande entreprise. Donc, et vous avez raison de citer la variété des entreprises entre la petite... J'aime pas beaucoup l'expression grande entreprise. Il faut de trouver autre chose, j'ai dit grande entreprise, mais la grande entreprise, c'est la puissance d'agir. C'est pas une question de taille. Alors bien sûr, la taille est importante, mais c'est la capacité de modeler l'environnement, d'agir sur les comportements et de fabriquer des intentions en dehors des enjeux, enjeux de souveraineté, etc. Sur le point d'attachement, tu parlais d'attachement, j'écoutais, dans mon bouquin, je parle des racines et des ailes. Je dis que les grandes entreprises ont des ailes et les États ont les racines. Alors, ce que tu pointes, chose d'important, c'est-à-dire que l'État, qu'est-ce qui se passe? Lui, il est dans une logique de souveraineté, c'est-à-dire qu'il est obligé d'être dans son territoire, d'assurer la sécurité de ses concitoyens, d'assurer le bien-être, etc. L'entreprise, pas du tout. Elle ne reconnaît plus les frontières. Donc ce que tu dis sur l'attachement est un point important. Et si les entreprises... Alors, je crois que les grandes entreprises sont en train de se détacher. Et c'est pour ça que l'importance du local, on retrouve, si tu veux, la question de la puissance d'agir dans la définition de ces entreprises. Alors, pour revenir aux deux enquêtes, pas enquêtes, mais recherches
auquel j'ai eu la chance de participer, j'étais relativement seul. Mon texte, la grande entreprise comme forme organisée, le collège de Wall, très intéressant, etc. Mais on passait à côté de la nature de l'entreprise. The Nature of the Firm, grand bouquin de Coase. C'est-à-dire pourquoi on choisit la coordination avec des gens à l'intérieur plutôt que la coordination des marchés. C'est ça le sujet. Et à l'heure actuelle, on est en train de complètement renverser les formes avec l'idée de plateforme. Si vous prenez l'exemple, bien prendre des exemples de Airbnb, c'est du capitalisme de plateforme. C'est une grande entreprise au sens où je l'entends. Par rapport à, si on regarde les actifs des actifs immobiliers de Airbnb, ils sont ridicules par rapport aux grands groupes hôteliers que vous connaissez. Donc, cette idée de pointer dans les années 80, attention, intéressez-vous à la sociologie de l'entreprise, c'est s'intéresser à la sociologie des formes. Qu'est-ce que ça veut dire? Une totalité qui a cette dimension à la fois d'organisation, mais également d'institution. En parlant d'institution, et là je fais référence au traité de sociologie du travail, Selznick, un grand sociologue, Leadership in Organization, pas un mot dans le traité de sociologie du travail. Peter Drucker, considéré comme un charlot par les sociologues de l'époque, qui à mon avis est quelqu'un de très important, et qui a écrit en 1947 un très grand livre qui s'appelle The Concept of Corporation, absolument pas cité non plus par Touraine. Et vous citiez l'intervention de Laurence Servelle sur sociologie d'entreprise, enquête terrain. Je crois que vous êtes un peu optimiste, parce que imaginez-vous, dans les années 47, Peter Drucker reçoit un coup de fil d'un des dirigeants de General Motors et lui dit écoutez, j'ai lu votre livre, la Concept of Corporation, c'est vachement intéressant. Le patron de la communication de General Motors, le grand patron, le VP, est-ce que vous pourriez venir chez nous pendant 2 ans, vous regardez, on vous paiera uniquement ce que l'université vous paye. Bon, comme ça c'est réglé au niveau du salaire. Et il est resté 2 ans. Et à partir de ce travail, il a fait en 1954 un 15 sur le management par objectif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, on manque terriblement d'observation en continu. Alors je sais très bien qu'il y a les chiffres, qui est une aventure absolument formidable. Entre parenthèses, les chiffres sont liés à l'extraordinaire initiative de Hubert Curien, qui a eu quand même ce talent de mettre les sciences sociales au même titre que les autres qui étaient qualifiées de sciences dures, et les sciences dures qualifiaient les autres de sciences molles. Et donc c'est par Hubert Curien que les études terrain ont pu être développées. Mais c'est là où vous êtes un peu optimiste. Je ne vois pas aujourd'hui une entreprise qui accepterait un œil identifié comme observateur pendant 2 ans. Enfin, peut-être des études terrain, des petites observations, etc. Et on manque terriblement de travail de description pour comprendre ce qui nous arrive aujourd'hui. Je dois arrêter. Bon. J'avais plus de choses, mais tant pis. Bravo. On a justement que c'est invisibilisé aujourd'hui pour plein de raisons, et c'est justement pour ça aussi qu'à la PSO on essaye de militer, pour de rendre plus visibles aussi ces choses, qui permettent d'avoir une compréhension plus fine aussi de ce qui se passe dans ces entreprises un petit peu partout. Mais en tout cas ça existe, c'est des choses que nous on voit, et très certainement toute la question c'est comment on donne à voir ça,
et comment on peut permettre d'avoir accès aussi à ce matériau qui est créé sur le terrain, en tout cas. Un grand merci en tout cas à vous cinq, c'était passionnant de vous écouter, en tout cas j'espère que ça vous a passionné